De plus en plus chères, les terres agricoles sont confisquées par les plus riches ou disparaissent sous le bitume. On ne cultive plus une terre qui a été bétonnée. Tournu, en Bourgogne, fêtera en 2019 le millénaire de son abbaye romane. Si les pierres traversent le temps, les terres agricoles, elles, disparaissent, car la ville s'étale. À l'entrée nord de Tournu, coincé entre la voie de chemin de fer et la bretelle d'autoroute, 20 hectares de champs, l'équivalent de 25 stades de football, sont menacés par un hypermarché Leclerc. En avril dernier, 500 personnes battent le pavé pour s'opposer au projet. Vive Tournu, vive la démocratie et vive le Tournugeois vivant. Tournu compte déjà 4 supermarchés et un hypermarché. Pour seulement 6000 habitants. À Tournu, nous avons 3 fois plus de surface commerciale, de grandes surfaces commerciales par habitant que la moyenne nationale. Tout le monde sait que ce nouveau supermarché, hypermarché, on ne sait plus, il est inutile. Tout ça pour répondre aux intérêts de ces multinationales de se faire la guerre entre eux. Et donc, qui est-ce qui paye les dégâts collatéraux? Les agriculteurs, les commerçants et les générations futures qu'on est en train d'amputer quand même de leurs terres agricoles. Les opposants s'inquiètent aussi de la concurrence du futur hypermarché sur les commerces du centre-ville, déjà fragilisés. Dans certaines rues, la mairie a remplacé les rideaux de fer des boutiques fermées par des trompe-l'œil. Ici un café, là une pâtisserie ou un marchand de jouets. Mais il y a un homme dont la vie est déjà bouleversée par ce projet. Depuis 40 ans, Michel Raguier loue et cultive ses parcelles très fertiles. En tant que locataire, c'est lui qui est normalement prioritaire pour acheter les terres. Encore faut-il en avoir les moyens. On vous a pas proposé de racheter vous-même? À ce prix-là, on ne peut pas racheter, c'est pas possible. Le prix de la terre, c'est combien normalement? C'est environ 6 000 euros, là. C'est bien payé, 6 000 euros l'hectare. Et là, Et là, c'est à raison de 260 000 l'hectare. 260 000 euros l'hectare. C'est difficile à digérer, évidemment, quoi. On ne peut pas empêcher les gens de vendre leurs terrains s'ils ont envie de les vendre. Surtout quand le montant proposé est 43 fois supérieur au prix moyen des terres agricoles dans cette partie de la Bourgogne. Celui qui peut débourser une telle somme est promoteur. Alain Landais. Son intérêt, une fois les terres aménagées, il va pouvoir les revendre au moins le double de leur prix d'achat. De belles plus-values en perspective, mais à une condition, que la mairie rende ce terrain constructible à court terme. Le 23 novembre dernier, lors d'un conseil municipal, c'est chose faite. J'ai des pour. Je suis pour le projet. Moi, je suis 100%. La majorité du conseil municipal de Tournu a voté pour la modification du plan local d'urbanisme, le PLU, rendant possible la bétonisation des 20 hectares. Ce jour-là, Julien Farama et les 5 autres élus d'opposition ont prêché dans le désert. Le vote du 23 novembre, il était terriblement engageant pour l'avenir des terres agricoles et pour l'avenir de la ville de manière générale. Le promoteur pourra acheter aux propriétaires privés des parcelles tous les terrains qui lui conviennent. Et faire ce qu'il veut. Et faire exactement ce qu'il veut, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, ne pas tenir les engagements qu'il a pris sur le projet. Le promoteur Alain Landais est un homme d'affaires millionnaire, déjà propriétaire de plusieurs magasins Leclerc en région lyonnaise. Ce projet privé est porté par le maire de Tournu en personne, Claude Roche. Dans son programme électoral, il s'engageait pourtant en 2014 à sauvegarder les zones agricoles. Deux ans plus tard, sur ces images, Claude Roche parle création d'emplois pour justifier son soutien au pôle commercial. Ce pôle va créer 400 emplois. 400 emplois promis, mais le pôle pourrait aussi en détruire. Ce risque, la mairie ne l'ignore pas. Elle a commandé cette étude à un cabinet indépendant.
Elle conclut que le projet Leclerc pourrait entraîner un risque de fermeture d'un des supermarchés existants. Ce document n'a pas été rendu public. Claude Roche a accepté de nous recevoir. Il minimise la portée de l'étude. Un supermarché devra disparaître si le Leclerc voit le jour. C'est écrit noir sur blanc. Oui, enfin ça, moi les études, je veux bien. Les études, elles se transforment pas toujours dans la réalité. Un centre commercial qui relancerait toute l'économie locale. Pour savoir si ça marche, il suffit de rouler 15 km vers le nord, direction le village de Lus. C'est Bertrand Vaux, le président du collectif de citoyens, qui nous y conduit. Donc nous sommes partis de Tournu il y a 17 minutes et nous arrivons au Leclerc de Lus. Cet hypermarché a été bâti en 2012, détruisant 7 hectares de terres agricoles. La municipalité de l'époque a souhaité créer cette zone en disant que Leclerc était une locomotive pour la zone et qu'elle allait créer beaucoup d'emplois, faire venir des entreprises et faire venir des activités commerciales. Donc le même discours qu'à Tournu. Et à peu près le même discours qu'à Tournu, en plus petit quand même. Tournu, c'est plus pharaonique que Lus. Donc vous voyez, quand on arrive, on entre par une friche commerciale. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de mètres carrés de surface commerciale ici, à l'entrée, qui n'ont jamais été louées. Certaines ont été louées à un magasin de bricolage qui a fermé depuis 2 ans et demi et qui n'a jamais trouvé de successeur. Et ici, depuis 2012, personne n'est jamais venu s'installer. À une quinzaine de kilomètres d'ici, à Lus, il y a eu aussi un promoteur avec un centre Leclerc et qui devait installer aussi des entreprises. Et finalement, il n'y a absolument aucune entreprise qui s'est installée. Moi, je vous parle. Qu'est-ce que vous craignez pas que la même chose qui se passe? Non, mais je ne sais pas ce qui s'est passé à Leclerc. Je ne peux pas vous dire. Vous devriez aller voir quand même, c'est à 15 km. Oui, non, mais comme bon. c'est le même type de projet, c'est... Enfin, moi, je vous dis, je connais le projet de Tournu au fur et à mesure de son avancement, c'est tout. Et ça me suffit largement dans les autres projets. Voilà. Vous n'avez pas cité une seule entreprise qui veut s'installer? Je ne vais pas vous citer les entreprises qui vont s'installer. Ce serait un argument de poids. Non, mais j'ai pas. Vous allez voir le. Bon, c'est pas moi le porteur du projet. Vous allez voir le porteur du projet, puis vous le questionnez là-dessus, puis il vous répondra. Moi, j'ai pas à me répondre, me substituer. Moi, je regarde. Donc vous lui faites une confiance absolue. Madame, je vous ai dit, madame, il y a une concertation avec eux. Nous avons justement cherché à interroger le promoteur. Oui, bonjour, monsieur Landais. Oui. Je voulais savoir s'il était possible de faire une interview avec vous. Non. À ce sujet. Non. Non? Refus donc. Il nous a cependant confié au téléphone qu'à ce jour, une seule entreprise s'était montrée intéressée pour s'installer dans la zone d'activité. C'est le premier mandat de maire de Claude Roche. Marqué à droite, il affiche pendant sa campagne électorale ses relations sur Facebook. Ramayad. Mais aussi les Lyonnais Gérard Collomb ou encore Ludovic Giuly et Bernard Lacombe, 2 anciens footballeurs. Car Claude Roche a fait sa carrière à Lyon. Il y a longtemps travaillé dans le BTP. Dans ses relations du milieu d'affaires lyonnais, le promoteur Alain Landais. Une proximité qui pose question à plusieurs élus d'opposition de Tournu, dont Julien Farama. On peut se demander si finalement c'est pas un intérêt plus particulier le concernant ou l'intérêt d'un certain nombre de personnes qu'il peut connaître, des opérateurs et des promoteurs tous issus du bassin lyonnais et de la région Rhône-Alpes. Donc on commence sérieusement à se demander s'il n'est pas venu en mission et que finalement il n'y a pas eu une opération de développement d'un business pour un réseau d'affaires à travers la ville de Tournu qui avait des finances relativement saines et qui pouvait se permettre d'engager un certain nombre de dépenses. Ce 12 juillet, au conseil municipal, l'opposition est sur le point de tout faire basculer. L'histoire du Leclerc, vous êtes en train de le sortir du conseil municipal de Tournu, mais vous allez le faire rentrer par la fenêtre de la communauté de communes. Au fil des semaines, les arguments de l'opposition ont convaincu des proches du maire. Et certains vont le lâcher. Nous n'avons pas d'autre choix que de démissionner collégialement pour vous mettre dehors, provoquant ainsi des élections afin de rendre la parole aux Tournusiennes et aux Tournusiens.
Des centres commerciaux, des lotissements, des zones industrielles ou d'activités qui poussent comme des champignons. Confrontés à ces projets qui détruisent leurs terres, des agriculteurs s'opposent souvent aux élus, comme dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen. Des élus qui ont tout pouvoir sur le plan local d'urbanisme. Les opposants les soupçonnent de confondre intérêt général et intérêt particulier. La justice cherche à y voir clair. Tous ces arbres-là, c'est moi qui les ai plantés il y a à peu près 25 ans ou 30 ans maintenant. Et là, Donc, ces arbres, ils sont destinés à ces quoi? arbres sont destinés à être arrachés. Il y a 1 an et demi, Joseph Bonotto a été exproprié. Toute sa vie, cet agriculteur a cultivé sur ses terres des fruits et des légumes. Mais aujourd'hui, elles sont devenues un chantier pour les entreprises du TAG, le Technopole Agen-Garonne. Ça fait vraiment mal au ventre de voir ce qui se passe aujourd'hui. D'être considéré si peu dans l'échelle d'un pays, d'être considéré comme des moins que rien, de nous foutre dehors pour une autre idéologie. Ce dont il parle, c'est une zone d'activité censée créer 4000 emplois. Dans cette vidéo promotionnelle, ces concepteurs ont vu grand, très grand. À terme, le Technopole Agen-Garonne sera un des plus gros développements fonciers du sud-ouest de la France. Budget 65 millions d'euros pour 200 entreprises espérées. L'homme qui porte cet ambitieux projet, c'est le maire d'Agen. Et comme tous les élus, c'est l'argument de l'emploi qui est avancé pour justifier la destruction de terres agricoles. La question est simple, est-ce qu'on peut consacrer au secteur qui est le secteur créateur d'emplois pour la période qui arrive, 200 hectares, alors que dans l'ensemble du département, on a, écoutez-moi bien, 350 000 hectares en surface agricole utile. Voyez, donc ça, ce débat-là est un débat qui est surréaliste, si vous voulez, et pour nous, qui n'a pas lieu d'être. Un autre débat pourrait s'ouvrir, celui du coût du projet. D'après ce document interne de l'agglomération d'Agen, 12 millions d'euros de déficit sont d'ores et déjà prévus. Mais pour le maire, ce n'est pas un problème. Il sera toujours temps de s'adapter. On ralentira ou on accélérera l'opération suivant son succès commercial. Donc vous n'excluez pas de réduire la taille de la zone économique si ça fonctionne moins bien que prévu? On sera, si vous voulez, sur cette conduite d'opération, on sera pragmatique. Et scénario extrême, si vraiment ça ne marchait pas, pourquoi pas réduire la taille du projet? D'autres réserves sont émises sur le projet. Dans ce courrier daté de juillet 2015, le département du Lot-et-Garonne estime qu'une 40aine d'hectares, au lieu des 200 prévus, suffisent amplement à moyen terme. Une expertise que partage depuis longtemps l'ancien producteur de fruits et légumes. Je crois pas à cette grandeur de projet. La réalité de ce projet aurait été de 40 ou 50 hectares, mais ici, ce ne sont que des déplacements d'entreprises. Voilà ce qui se passe dans notre région. Alors qu'il y ait une usine de temps en temps qui naît, tant mieux, mais on n'a pas besoin de 210 hectares de terre. Voilà. Pour créer ce technopole, les élus de Sainte-Colombe-en-Breuillois, la petite commune sur laquelle il est implanté, ont modifié en 2012 le PLU, le plan local d'urbanisme. Ainsi, les terres agricoles sont devenues constructibles. Monsieur Péan, bonjour. Mais pour certains habitants, ce nouveau PLU, c'est une mauvaise surprise. Des cartes, voilà. Lorsque Joseph Bonotto a l'idée d'aller consulter le nouveau plan local d'urbanisme, il découvre qu'une partie des terrains de ses amis, qui étaient constructibles, ne l'est plus. Alors, le mien, il est... Tu es... Moi. Tu étais ici. Je suis... Là. Donc, on voit bien qu'en 2006, tu étais constructible. Et si on reprend la carte de 2012, on voit bien que tu n'es plus constructible. Ça, c'est pour toi. Si on prend ton cas à toi, ici, en 2006, tu étais bien constructible. Et ici, en 2012, tu n'en es plus.
Le terrain d'un habitant, par exemple, a perdu 140 000 € de sa valeur. En revanche, d'autres ont vu leur terrain inconstructible devenir constructible. Parmi eux, 6 élus de la commune ou un membre de leur famille. Si on prend les terrains ici à Gallia, où habite le maire, on s'aperçoit que toute cette zone était non constructible en 2006. Et bizarrement, en 2012, on s'aperçoit que tous leurs terrains deviennent constructibles. Et en plus, ils sont constructibles immédiatement puisqu'ils sont classés en 1 AU. Ça veut dire constructibles de suite. Et qui dit constructible de suite, dit prix qui grimpe. Un terrain agricole, ça vaut 1 €. Un terrain à bâtir, ça vaut 50 € en gros. Donc on a vite fait l'opération et quand on multiplie les hectares, c'est-à-dire au départ il y avait 25 hectares multipliés par 50 € du mètre, on voit que ça fait des sommes faramineuses. Joseph Bonotto et ses amis ont décidé de porter plainte pour prise illégale d'intérêt. Ils se demandent pourquoi leurs terrains à eux sont devenus inconstructibles. Pour avoir la réponse, il faut aller à Lyon, rencontrer leur avocat. Des textes législatifs récents limitent le grignotage des terres agricoles. Désormais, dans chaque commune, il faut obtenir un équilibre entre terres constructibles et inconstructibles. Voilà pourquoi, d'après Maître Tête, le bonheur des uns fait dorénavant le malheur des autres. Pour rendre ces terrains constructibles, on est de plus en plus obligé aujourd'hui de rendre inconstructibles les terrains du voisin. Ce qui ne se faisait pas il y a 20 ans. À 20 ans, les maires se rendaient leurs terrains constructibles, ça ne criait pas du tout, puisque ça ne gênait pas les particuliers. Bon, il va se faire de l'argent, oui, bon, il se fait de l'argent. Moi, ça ne me change pas ma vie. Tandis que là, dans ce dossier qui est très particulier, ça va me changer ma vie. Mon terrain constructible a perdu sa constructibilité. Les élus mis en cause sont actuellement entendus les uns après les autres par la police judiciaire. L'enquête suit son cours. En France, 50% du territoire est encore recouvert de terres agricoles. Mais en 10 ans, leur prix a triplé. En cause notamment l'arrivée de nouveaux investisseurs. Grâce à leur puissance financière, ils acquièrent des milliers d'hectares de terre. Première victime de cette concurrence et de cette envolée des prix, les jeunes agriculteurs. Xavier a 26 ans. Il est salarié agricole, mais depuis 6 ans, il cherche à acheter des terres pour s'installer à son compte. Bonjour. L'hiver dernier, il trouve enfin 50 hectares, mis en vente derrière ce champ de tournesol. Dans ce département de la Vienne, le prix moyen de la terre est de 4 900 € l'hectare. Xavier en propose 6 000 aux propriétaires. Mais il se heurte à la concurrence implacable d'un gros investisseur. L'investisseur, lui on a proposé un peu plus de 10 000 € de l'hectare. 10 000 € de l'hectare, je peux pas l'amortir. C'est beaucoup trop élevé pour rentabiliser ça avec des cultures traditionnelles. C'est un prix qui a plus que doublé en 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, des terrains comme ça, on pouvait acheter ça entre 4 500 et 6 000 € de l'hectare. Pour beaucoup d'agriculteurs, vendre ses terres, c'est rembourser ses dettes ou améliorer sa pension de retraite. Difficile dans ces conditions de résister aux propositions des investisseurs. Nous sommes allés à la rencontre du vendeur, qui a dit non à Xavier et oui à l'investisseur. Bonjour, je voulais parler un petit peu avec vous, je suis journaliste à France 3. 6 000 € sur 50 hectares au lieu de 10 000. Vous perdiez beaucoup? 200 000 €. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Et s'ils avaient été au même prix, vous auriez choisi qui? Le jeune. Parce qu'il est ici, mais bon. Vous connaissez le rendement de vos terres, vous? Oui. Les terres ici, elles valent 10 000 € l'hectare? Ça vaut ça ou pas? Aujourd'hui, non. C'est inamortissable, normalement. Des terres à ce prix-là. Mais qu'est-ce qui peut pousser l'investisseur à faire une si mauvaise affaire? Au cours de notre enquête, plusieurs interlocuteurs nous ont affirmé
qu'il cherchait à payer moins d'impôts. Le vendeur va nous le confirmer. Alors comment il fait votre acheteur? Il faut qu'il claque 1,5 million par an. Qu'il investisse 1,5 million par an. C'est une histoire de fisc, oui. Des impôts, quoi. Il vous l'a dit? Bah oui. Donc il défiscalise comme Voilà. ça? Comment ça marche? Il a une holding ou comment? C'est une société. Donc quand il achète... une société, quoi, pour acheter des terres. Il a monté une société pour acheter des terres? Voilà. D'accord. Les bâtiments, il achète des maisons avec les fermes, enfin tout, quoi. Avec l'argent qu'il a. Et il fait pas de prêt. C'est pas cash. Cet acheteur n'est pas agriculteur. Il a fait fortune dans le transport, le dépannage et la mécanique. Le chiffre d'affaires annuel de ces différentes sociétés dépasse les 15 millions d'euros. Voici comment l'investisseur augmente sa richesse en achetant des terres agricoles. Quand il dépense son argent pour acquérir une terre, il réduit le montant de ses bénéfices imposables. Et donc, il paie moins d'impôts. Et si l'acheteur loue sa terre, il peut encore réduire le montant de ses impôts. Exemple, un investisseur achète une terre 100 000 euros. Mise en location, sa valeur fiscale chute à 27 000 euros et sera donc moins imposée. Jacques Pasquier est agriculteur dans la Vienne. Chargé des questions foncières et fiscales au sein de la Confédération paysanne, il dénonce ces pratiques d'optimisation fiscale. On en a 3 ou 4 des gros investisseurs comme ça dans la Vienne. Ces investisseurs sont des rapaces. Et ces gens-là ne sont là que pour leur profit personnel. Et ça, c'est catastrophique. Et tant qu'on ne trouvera pas les solutions réglementaires pour mettre fin à ce genre de pratiques, eh bien, on regardera l'agriculture gérer ces crises d'année après année, puisque quand on fait monter le prix des terres comme on le fait, l'activité agricole ne peut pas être rentable. Le transporteur qui investit a refusé toute interview. Voici les terres qu'il a achetées. Elles sont louées à une société agricole qui, en fait, lui appartient. L'autre actionnaire de cette société est cet agriculteur en pleine moisson, qui n'est autre que son propre fils. C'est ce qui se dit quand même sur les rachats de votre père, que c'est pour défiscaliser. Ah, pas du tout, pas du tout. On fait ça pour... on cultive nos terres, quoi. Enfin, voilà. Quand même, vous avez beaucoup fait monter les prix dans le secteur. Ça c'est de la bêtise. Vous achetez à combien à peu près en moyenne? Je dirais dans les 5 000 euros en moyenne. Voilà. Vous montez pas plus? Ça arrive des fois, mais voilà. Vous êtes monté jusqu'à combien? Je sais pas. C'est pas moi qui m'occupe de ça, après c'est mon père. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui attendent de s'installer et qui aimeraient bien acheter 50 hectares. Oui, mais ça je dis pas le contraire. Mais après, c'est... Et ils peuvent pas s'aligner sur les prix que non, mais vous c'est... proposez. Alors, si les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent surtout pas vendre à leurs voisins, parce qu'il y a des histoires de génération en génération. Ils se font les pires crasses. Mais moi, j'ai rencontré des propriétaires qui vendent et qui me disent que c'est parce que c'est plus cher. Oh, non, ils préfèrent gagner plus d'argent. Il n'y a pas que ça. Ces achats au prix fort deviennent le prix de référence du marché des terres dans le secteur. Sur cette carte de la Vienne, chaque épi de blé, de maïs ou fleur de tournesol représente un achat de l'investisseur. Nous avons répertorié près de 600 hectares. Ces terres, jusque-là réparties entre une douzaine d'agriculteurs, sont désormais entre les mains d'un seul. En ce moment, c'est au tour du village de Champagné-le-Sec que l'investisseur concentre ses achats. Un village de 215 habitants où il reste moins de 10 exploitations agricoles. Le maire s'inquiète. Ils étaient sur la commune voisine qui est Chaunet, là. Donc ils possèdent plus de 200 hectares, je crois, qui sont à eux déjà. Et puis là, ils sont en train de s'occuper de tout un secteur qui est là. S'occuper, c'est-à-dire d'acheter? Oui, oui, c'est ça. Est-ce que ça a des conséquences sur le village, sur la vie, momentanément, c'est trop récent.
Mais bon, on voit bien qu'à long terme, si vous voulez, si on pousse cette logique au bout, il n'y a plus personne, quoi. Ça, c'est évident, puisque ces personnes n'habitent pas là, elles n'habiteront pas là, puisque elles opèrent sur un secteur de 20 ou 30 km. Vous craignez un renforcement de la désertification? Oui. La désertification, je crois que c'est pour beaucoup de gens, c'est acquis. Pourtant, il existe un gendarme chargé de réguler le marché des terres agricoles et d'empêcher la spéculation. C'est la SAFER. Il y en a une dans la Vienne, comme dans chaque département. L'arme principale de la SAFER, c'est le droit de préempter une terre en vente. Pour privilégier de jeunes acheteurs, la SAFER peut imposer une baisse du prix. Voilà pourquoi Xavier, le jeune agriculteur, a alerté la SAFER quand il s'est retrouvé face à la puissance financière du transporteur. Mais sans succès. Le directeur de la SAFER de la Vienne nous révèle pourquoi il n'a pas pu arbitrer en faveur du jeune agriculteur. Je vous en prie. À ce jour, la SAFER ne peut plus intervenir puisque les biens ne sont plus en vente. Ça veut dire que le jeune, on n'est pas en mesure à ce jour de le contenter. Et c'est vrai que c'est une frustration énorme pour ce jeune, dans la mesure où ça fait déjà plusieurs années qu'il est en attente. Le bien a donc été retiré de la vente pour échapper au contrôle de la SAFER. Mais l'investisseur et le vendeur n'ont en réalité pas renoncé. Ils envisagent un montage qui ne permet plus à la SAFER d'intervenir. C'est ce que nous a confié le vendeur. On a retiré les terres de la vente, quand c'est comme ça. Il faut les présenter sous notre forme. Voilà comment ça se passe. Et ça suffit à contourner la SAFER? Oui. Qui est-ce qui vous a conseillé pour tout ça? C'est pas moi, c'est le notaire qui font ça. Ce notaire n'a pas souhaité nous répondre. Mais nous nous sommes procuré 2 actes de vente qu'il a rédigés. Ils permettent de comprendre comment la SAFER est écartée. Donc ce sont des actes notariés signés le même jour par le même notaire. Il y a 2 actes de vente, mais l'investisseur achète un seul bien agricole. D'un côté, c'est ce premier acte. La holding de l'investisseur achète la nue propriété du bien. Dans le deuxième acte, l'investisseur en son nom propre cette fois achète l'usufruit, l'usage du bien. Le bien a donc été démembré. On a séparé la terre de son usage. Et donc je ne comprends pas pourquoi la SAFER n'est pas intervenue sur cette vente. Oui, effectivement, je constate et je connais ce type de dossier, effectivement. On n'a pas le droit de préemption dans la mesure où c'est pas la vente de la pleine propriété du bien. La totalité, donc. La totalité d'un bien. D'accord. La loi ne nous permet pas d'intervenir en préemption sur ces ventes en démembrement de propriété. On peut considérer que c'est véritablement réalisé pour détourner le droit de préemption de la SAFER. Le notaire qui a rédigé l'acte précise d'ailleurs: la présente mutation est exempte du droit de préemption de la SAFER. On ne cautionne pas ces montages. On encourage les professionnels, notamment les notaires, à ne pas entrer dans ces montages-là. Ils sont légaux? On ne peut pas dire qu'ils soient illégaux. C'est plus une question de déontologie. Une déontologie pas toujours compatible avec les intérêts financiers des gros investisseurs. En plus des industriels et des riches agriculteurs, de nouveaux acheteurs surgissent sur le marché. Ils viennent de l'étranger et leurs motivations sont parfois mystérieuses. Au printemps 2016, une affaire défraie la chronique. Bienvenue et bonne journée. Les Chinois, on le sait, rachètent en masse sur la planète et en France des entreprises, mais aussi, et c'est nouveau, des terres mystères
et inquiétude. France Info. 1700 hectares de terres agricoles rachetés par des Chinois dans l'Indre. Ces acquisitions massives en toute discrétion et à prix d'or remuent les esprits. Nous voyons des vents mauvais se lever sur le foncier agricole. Un cran supplémentaire a été franchi par l'achat par un fonds d'investissement chinois de 1700 hectares à céréales dans le Berry, profitant de la détresse des paysans endettés. Quand les médias révèlent l'affaire, 1700 hectares de terres agricoles ont déjà été achetés par un groupe chinois sans que personne ne soit au courant. Un agriculteur de la région, Hervé Coupeau, prend alors la tête de la protestation. Il y avait une menace quand même sérieuse parce qu'ils avaient quand même un budget illimité. On en voyait qu'ils achetaient des terres et avec de sources notariales, on savait qu'ils voulaient acheter 20 000 hectares sur le département de l'Indre. Alors c'était quand même une grosse menace, à la fois de faire monter les prix et à la fois d'exclure des jeunes agriculteurs, parce qu'aujourd'hui on a plein de jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer, qui sont en manque de terre, donc c'était quand même par rapport à eux qu'il fallait bouger. Sur les exploitations achetées par les Chinois, seuls quelques salariés viennent cultiver la terre, lorsque c'est nécessaire, puis repartent. Plus personne ne vit ici. Certaines habitations sont à l'abandon. Des hangars s'écroulent. Comme il n'y a jamais personne, donc les terres sont faites, mais bon, il n'y a pas de vie, hein, donc c'est des bâtiments vides, voilà, il n'y a pas... Ce qu'il faudrait, c'est de la vie, des gens, voilà, ce qui est important. Et nous, ce qu'on veut, c'est des agriculteurs et des vrais. Avant d'acheter ces terres dans le centre de la France, le groupe chinois avait déjà essayé de s'implanter ailleurs. Nous avons découvert que tout a commencé dans le Gers, en 2014. Direction la petite commune d'Ordan-la-Roque. Voici les premières terres que le groupe chinois a convoitées. Près de 200 hectares de céréales. En février 2014, il contacte le propriétaire et s'apprête à conclure l'affaire. À l'époque, Damien Rigade, un jeune agriculteur, est lui aussi candidat à l'acquisition de ces terres. Cela fait 9 ans qu'il cherche. Face à un tel concurrent, il craint de ne pas faire le poids. Quand j'ai vu qu'il y avait cette concurrence-là, oui, je me suis inquiété. Je me suis dit, c'est des gens qui ont sûrement des gros moyens financiers. Je me suis dit, vu que c'est l'argent qui fait un peu la police, on va dire. Au début, j'ai eu peur. J'ai dit, ils vont augmenter les prix, ils vont vouloir de suite les terres, ils vont vouloir les prendre, s'en accaparer. Comme c'est l'usage, la SAFER, l'organisme chargé de réguler le marché foncier agricole, est informée de la vente. Et elle décide d'intervenir. Bonjour. Bonjour. Au détriment des Chinois, la SAFER va choisir comme acheteurs 3 jeunes agriculteurs du coin, dont Damien Rigade. Là, il y avait des projets qui s'affrontaient, un dossier qui était porté par, malgré tout, une structure qui relève plus de l'agriculture de firme, et de l'autre côté, des projets de jeunes agriculteurs qui souhaitaient s'installer et développer un projet de vie. Et ça a été le choix de la SAFER, tout simplement. Cette première tentative est un échec pour les Chinois. Mais elle va leur servir à comprendre comment le système fonctionne, pour mieux le contourner. C'est un agriculteur qui va nous expliquer comment ils s'y prennent désormais. À Anjouin, dans l'Indre, Christian Pro tente de vendre son exploitation depuis plus de 2 ans. 115 hectares vendus, 1 200 000 €. Le fruit de toute une vie de labeur. C'est toute une vie là qui part. Comment? Qui part là? Oui, mais enfin c'est toute une carrière aussi. Enfin bon, je suis installé à 30 ans. J'ai vécu là, j'ai miséré pendant 33 ans. Et aujourd'hui, je voudrais bien profiter de la retraite. Il y a 2 ans, Christian Pro est approché par les Chinois. C'est un agent immobilier français qui fait l'intermédiaire. Et ce dernier a des exigences très précises. Il nous a expliqué comment les Chinois ils achetaient, donc il fallait faire une société. Et ils achetaient des parts de société. Et dans quel but, à votre avis, ils voulaient monter ça, c'était, apparemment, c'était pour supprimer la préemption de la SAFER.
Il vous dit que c'est pour contourner la SAFER. Oui, c'était pour contourner la SAFER. Voici le montage. Le groupe chinois demande aux vendeurs de transformer le statut de son exploitation en société agricole. Le capital de cette société est alors réparti en parts sociales, qui sont ensuite presque toutes vendues à l'acheteur. Et à ce moment-là, on vous demande de vendre toutes les parts sociales? Il fallait que j'en garde un tout petit peu pour la loi, 1 ou 2%. Mais bon... Pour échapper à la SAFER. Voilà. Le vendeur garde au moins 1% de l'ensemble des parts. C'est la faille que les Chinois ont trouvée. La SAFER ne peut préempter l'achat d'une société agricole que si 100% des parts sont vendues. Ben voilà, oui. Finalement, Christian Pro trouve ce montage hasardeux et refuse de signer. Mais d'autres agriculteurs français vont eux faire affaire avec le groupe chinois. D'abord en Charente, avec cette exploitation d'une centaine d'hectares. Puis 6 autres exploitations réparties sur différentes communes sont vendues dans le centre de la France. l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Cher et le Loir-et-Cher. Comment les Chinois gèrent-ils leurs terres au quotidien? Nous nous sommes procuré les actes notariés de ces ventes. Un certain Marc Fressange a été nommé co-gérant de ces fermes. Le siège social de la plupart de ces sociétés se trouve bien loin des exploitations, à 400 km plus au nord, en Normandie. Dans ce petit village de moins de 600 âmes, avec sa mairie, son bar faisant aussi office d'épicerie et son superbe manoir. Sur sa boîte aux lettres, une inscription attire notre attention. C'est quasiment illisible, mais il y avait bien écrit Plaine à Blé. Et Plaine à Blé, c'est le nom d'une des sociétés civiles d'exploitation agricole dont Marc Fressange est le gérant. D'après le voisinage, Marc Fressange est parfois présent dans cette propriété. Il n'a rien d'un agriculteur. Diplômé d'HEC, cet homme d'affaires français exporte du vin en Chine. Il travaille désormais pour cet homme, Ke-Chin Hu, 371e fortune chinoise, selon le magazine Forbes, avec 1 milliard de dollars. C'est lui le dirigeant du groupe Reward, qui a acheté près de 2000 hectares de terres agricoles françaises. Son nom figure aussi sur les actes notariés. Pourquoi cet industriel chinois, qui pose fièrement dans la campagne française, a-t-il investi dans ces terres cultivables? Nous allons le découvrir avec Christophe Dequitte. Ce chef d'entreprise, spécialiste du monde agricole, a publié un livre sur les paysans du monde entier. Lors de son séjour en Chine, Ke-Chin Hu a tenu à le rencontrer. Ce dernier lui a révélé son passé de militaire et lui a expliqué qu'il était en mission pour le gouvernement chinois. Monsieur Hu m'a raconté effectivement qu'un jour, ils ont été convoqués dans une salle et on leur a fait comprendre qu'ils allaient passer du stade général d'armée à général d'industrie. Le tout pour aller conquérir le monde. Et le gouvernement, dans ce capitalisme étatique, leur a demandé une mission extrêmement précise, c'est de pouvoir répondre à ce défi majeur de l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que confirme ce rapport du groupe Reward, daté d'il y a quelques mois. Il est expliqué que les terres agricoles françaises ont été acquises pour répondre à l'appel du gouvernement central. La Chine doit nourrir plus de 20% de la population mondiale avec moins de 10% des terres cultivables. C'est impossible. L'État doit donc trouver des terres à l'étranger. Des entrepreneurs comme Ke-Chin Hu sont donc investis d'une mission vitale pour l'avenir de leur pays. Et ces moyens financiers sont colossaux. Je lui ai dit, mais vous savez, tout ça va vous coûter un peu d'argent. Et donc il m'a dit, c'est pas un problème, no budget.
Et là, je me suis permis une remarque de chef d'entreprise que je suis, c'est de dire, mais un chef d'entreprise qui n'a pas de budget, c'est soit un inconscient, soit c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer. Et là, un large sourire m'a dit, mais le budget, c'est le budget de l'État. Face aux investisseurs étrangers, aux investisseurs français, comment renforcer la réglementation pour protéger les petits agriculteurs de telles puissances financières? L'Assemblée nationale a tenté de le faire à plusieurs reprises, mais en vain. Le droit à la propriété l'a toujours emporté. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, tous les agriculteurs ont reçu une lettre signée Emmanuel Macron. Alors candidat, il s'engageait à améliorer la transparence sur les transactions foncières pour lutter contre l'accaparement des terres. Dans les campagnes françaises, les agriculteurs se demandent bien comment le président de la République va s'y prendre pour tenir cette promesse.